Alors, le confinement, c'est d'abord une séparation physique d'avec ses proches. C'est une privation de liberté, c'est une incertitude sur son statut par rapport à la maladie, c'est une contrainte. Donc, cette situation ne peut avoir que des effets psychologiques, voire même des effets psychosociaux. Les effets psychologiques, c'est la présence d'une détresse psychologique qui va de modérée à environ 35% de la population, tout confondu, à 5 à 6% une détresse psychologique sévère. Donc ça, c'est les premières datas dont on a disposé. Dans détresse psychologique, on met l'anxiété, le stress, les insomnies, la peur, les comportements de colère, la culpabilité, les troubles des comportements alimentaires. On a observé par exemple dans une autre étude en Chine une prise de poids chez les enfants, une prise de poids chez les personnes qui sont sédentarisées. On observe aussi quelque chose autour de la reprise, on appelle ça le relapse ou la rupture des comportements de sobriété. Donc on a une reprise des comportements d'addiction. Ça fait beaucoup. Ce qui est important, c'est que ce ne sont pas forcément des effets psychologiques qui tiennent au type de personnalité, c'est ce qu'on appelle un impact psychosocial global causé par une situation qui est une situation finalement qui relève, et ça c'est des sociologues qui en parleraient mieux que moi, de ce qu'on appelle une expérience déstabilisante. Alors, on ne parle pas beaucoup de personnes à risque, mais déjà de situations à risque et de populations exposées à des risques. Quand on parle de situations à risque, ça on l'a vu pour notre pays, en France, au bout de 2 semaines de confinement, on avait une augmentation de 30% d'appels pour violences conjugales. À la 3e semaine, on a 20% d'appels pour maltraitance chez les enfants. Donc, on a effectivement des situations où, en fait, on pourrait dire que le confinement a aussi des effets secondaires. Le confinement expose, en fait, à des dangers et à des risques collatéraux. Les personnes qui ont des troubles psychiques, des troubles de santé mentale, et on s'aperçoit qu'ils ne vont plus, ils ne se déplacent plus vers les centres de soins. On a des situations aussi à risque, c'est-à-dire en fait, moi j'appelle ça des publics vulnérables, et en fait le confinement apporte une vulnérabilité supplémentaire à déjà des situations de vulnérabilité. Alors on a les sans domicile fixe, qui eux sont vulnérabilisés parce que d'abord ils n'ont plus accès aux soins, ils n'ont plus accès à la nourriture, à leurs habitudes, donc ils deviennent aussi des personnes en danger. On a des populations en difficulté qui sont les populations donc isolées, les populations incarcérées. Donc l'idée en fait c'est de réfléchir comment à partir d'une situation sanitaire contrainte et une situation d'intérêt collectif, eh bien, il faut trouver des remédiations, des accompagnements, des aides, des compléments d'intervention pour des populations qui risquent d'être laissées pour compte. Alors, ce que les psychiatres prédisent, et ça c'était dans un document cette semaine d'une association de psychiatrie, c'est des dépressions qui ne vont pas être soignées, qui auraient dû être soignées, et on a ce qu'on appelle une rupture d'observance des traitements. On a une rupture d'observance dans le parcours de soins. On a les dépressions induites par le confinement, mais aussi les dépressions induites par des situations difficiles, des dépressions peut-être qui étaient latentes et qui vont exploser. Le problème est déjà là. On a effectivement à faire attention à ce qu'on appelle quand même aussi le risque suicidaire.
Donc, on a à faire attention à une population et surtout préparer la sortie du confinement en s'occupant dès maintenant d'assurer la meilleure qualité possible du confinement. On a aussi des dépressions chez les femmes. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs dans le Lancet un article sur le coronavirus 19. C'est aussi une maladie genrée, au sens où les femmes assument une surcharge mentale. S'occuper des enfants qui vont à l'école, s'occuper de l'organisation des repas, le télétravail. Il faudra aussi regarder la dimension genre dans les troubles provoqués, sachant que je ne fais pas partie des pessimistes, je fais partie des personnes qui disent qu'il faut intervenir, il faut prévenir, il faut s'en occuper tout de suite. Ce qui est important, c'est organiser des routines. Parce que tout d'un coup, c'est un désarroi, une désorganisation. C'est une désorganisation dans la maison, dans l'habitat. C'est-à-dire que l'habitat, il n'est pas forcément organisé pour être un espace de travail. Donc, ça veut dire réorganiser son propre habitat. L'habitat n'est pas forcément organisé pour être tous ensemble 24 heures sur 24 à 3 ou 4 personnes. Donc, ça veut dire aménager des espaces, c'est-à-dire organiser des espaces de retrait. Peut-être aussi débriefer une fois par jour sur comment on s'est organisé aujourd'hui. Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qu'on peut changer, modifier? Que si c'est une famille, toute la famille soit entendue. Si c'est un couple, que les deux soient entendus. Si c'est une communauté, que les personnes soient entendues. Mais organiser, parler. Peut-être aussi faire des arrêts, des coupures par rapport aux informations. C'est extrêmement douloureux de vivre dans un espace confiné. Et en plus, on ne peut pas se plaindre, puisque dehors, c'est la mort. C'est une situation extrêmement difficile en termes psychosocial global. Donc peut-être aussi se protéger. Alors on voit évidemment des rituels. Moi-même, je le fais, voilà, à 8 heures du soir, on sort, on ouvre la fenêtre et puis on applaudit, on découvre ses voisins, je trouve que c'est important. Reprendre aussi des liens. Alors évidemment, tout est à distance, mais peut-être c'est peut-être un temps où on repense aux anciens, à des membres de sa famille, on s'inquiète pour autrui, parce qu'au départ, le confinement était fondé sur une inquiétude pour autrui, un souci d'autrui. Mais on s'inquiète pour les autrui, les soignants, on s'inquiète pour les malades. C'est vraiment beaucoup d'inquiétudes. Alors à la fois, c'est cette inquiétude-là qui nous permet d'accepter, puisqu'au fond, on est dans une situation contrainte, mais c'est je me contrains, nous nous contraignons pour autrui. Oui, il faut, je crois, prendre parti de ce qui est là et puis surtout aider, accompagner. La santé publique repose, avec son organisation sanitaire, sur effectivement un diktat. Il faut tenir, il faut que les gens restent chez eux. Bon, donc du coup, il y a des sanctions prévues. Et ce qu'il faudrait à côté, c'est un système d'assouplissement. En fait, quand on parle d'effets positifs, déjà, il y a une chose très claire, c'est que l'être humain est une boîte à outils pour s'ajuster. Et l'être humain invente, il s'ajuste, il fait de l'ennui une histoire avec son imaginaire, il sort du malheur avec l'espoir, il sort de la tristesse avec son imagination. Donc, de toute façon, oui, on voit bien que on ne peut pas parler d'effets positifs, mais d'effets d'ajustement. Et puis, c'est vrai aussi, on observe deux tendances. Si on regarde les médias, pareil, au niveau psychosocial, parce que c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, on voit à la fois un modèle prospectif qui est plutôt pessimiste, tout va s'effondrer, rien n'ira, tout va être perdu. Et puis, on voit aussi un autre modèle, ce qu'on appelle fondé sur l'optimisme. On va s'en sortir plus fort, on va s'organiser, on va peut-être renoncer à des modes de vie illusoires qu'on a les uns les autres. On s'aperçoit, et ça c'est dans d'autres épidémies, que le positif viendra d'autant mieux qu'il vient s'insérer
dans les capacités de résilience d'une société. Quand la population verra les premiers résultats du confinement, c'est sûr, elle ira mieux, elle pourra aussi positiver. Alors, les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ce qui se passe, dans tout cet épisode de confinement. Alors, on pourrait dire qu'ils jouent plusieurs rôles parce qu'on ne parle pas de réseaux sociaux, mais au fond, qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? C'est des réseaux agrégés les uns aux autres. Alors, les réseaux sociaux, on peut dire, ils jouent le rôle d'alerte. Bon, ça peut être intéressant, effectivement, alerte, on apprend une information qui va permettre donc à la société, au système, aux législateurs tout de suite intervenir. Les réseaux sociaux jouent un rôle aussi de diffuser des rumeurs. Donc, il y a des circulations de rumeurs qui sont extrêmement néfastes. Les réseaux sociaux en général, s'appuie plus sur l'émotionnel, le moment présent, plus une expression émotionnelle, et le système de santé publique mis en place est organisé selon un système rationnel. Donc, ils viennent contrebalancer. Les réseaux sociaux, si je repense à la Chine, parce que je regarde la littérature de ce qui se passe en Chine, ils ont permis finalement, grâce à une transgression, une alerte. Les études montrent que, par exemple, on ne peut pas reprendre le métro parce qu'on ne peut plus supporter d'être à côté de l'autre, on a peur. Donc, comment réhabiliter la place d'autrui, ne plus avoir peur d'autrui. Peut-être que le déconfinement comportera, parce que moi je regarde les études de sortie de confinement dans d'autres pays, le fait qu'il faut garder un masque. Pour réussir le déconfinement, il faut le préparer pendant le confinement. Et en fait, il faut le préparer le plus rapidement possible en faisant monter tout le monde à bord, c'est-à-dire les institutions de soins dont on va avoir besoin, les institutions d'accompagnement social, les associations, les communautés, les acteurs sociaux. Enfin, il faut dès maintenant anticiper plusieurs scénarios et puis travailler chacun avec sa propre expertise dans le scénario où il sait faire, et puis préparer effectivement l'accompagnement en fait, du déconfinement.